Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop, vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Momar Ndao, c'est le président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Momar Ndao, bonsoir. Bonsoir, M. Der. Nous allons bien évidemment parler de Tabaski, de régulation et bien d'autres choses. La Tabaski, on est à quelques heures de la fête, de cette grande fête musulmane. Est-ce qu'il y a des moutons en quantité suffisante et les prix sont-ils abordables? Alors, je voudrais souhaiter joyeuse fête à Ramadan Mourak, je dis Aïd Moubarak à tous les Sénégalais. Effectivement, il y a des moutons, mais en fait, les moutons de troupeau ne sont pas suffisamment arrivés. Communément appelé Tchogal. Parce qu'en fait, cet élevage extensif est moins cher. Et donc, ces moutons-là coûtent moins cher que les moutons des éleveurs du dimanche. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui aujourd'hui font de l'élevage. Et ça leur coûte trop cher, cet élevage intensif en appartement ou sur les terrasses. Ce qui fait que les coûts de revient de ces moutons sont beaucoup plus élevés. Donc s'il y en a plus de ce style-là, donc effectivement, ils sont moins abordables. Moins abordables, mais bon, comme je dis, à quelques heures de la fête, est-ce qu'ils ne vont pas être obligés de baisser drastiquement les prix pour ne pas avoir à encore élever un mouton avec les charges, les coûts Jusqu'il y a 30 minutes, les prix ont encore été élevés. Oui, donc maintenant, bon, il y a encore la nuit qui va continuer et c'est au fur et à mesure de la demande de l'offre qu'ils vont essayer de remoduler les prix. Si les gens se ruent toujours, ils vont maintenir les prix plus élevés, mais s'ils ont l'impression que les gens ne vont plus venir, peut-être que ça va baisser. Avec 150 000 francs, vous pensez qu'on peut avoir raisonnablement un mouton? Un mouton, quoi. Mais pas un bélier, un gros bélier, mais un mouton qui satisfait en tout cas aux exigences de l'islam. Alors, est-il possible d'organiser une régulation autour du prix du mouton? Dans tous les pays organisés, dits industrialisés ou émergents, etc., les animaux d'abattage sont vendus au poids. Si l'animal sur pied, il est pesé. Sur pied, mais au poids. Au poids. Parce qu'aujourd'hui, même le boucher de quartier, quand il évalue le prix de la viande, il l'évalue sur la base de son évaluation visuelle du poids de l'animal qu'il achète vivant. Mais là, il peut se tromper, parce qu'il ne le pèse réellement pas. Maintenant, compte tenu du rendement, parce que pour le rendement se calcule en faisant le rapport qu'il y a entre la viande réelle, les abats et autres, parce que tout n'est pas vendu au même prix. Et c'est ça qui lui permet de déterminer le prix au poids. Et donc, si le boucher arrive à le faire, on peut le faire d'une manière organisée, formalisée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir? Que le ministère de l'élevage, le ministère du commerce, convoque un conseil national de la consommation. Il y aura tous les éleveurs. Il y aura bien sûr les services de l'élevage, l'administration, les consommateurs, et puis l'administration du commerce, l'administration fiscale pour toutes les facilités qui vont être faites, et on calcule le coût de revient donc du mouton au poids. Mais Momar, ce n'est pas uniquement le poids qui entre en ligne de compte, il y a la qualité ou la race de la bête. Exactement, c'est pour cela qu'il ne devrait pas y avoir un prix uniforme, mais pour chaque type de mouton, si c'est un pelpel, si c'est un telabir, si c'est un mouton d'une autre race beaucoup plus appréciée, les prix seront calculés en fonction. Mais l'idée, c'est de trouver une formule très rapide qui permet aux vendeurs, aux téfanqués et à l'éleveur de pouvoir gagner raisonnablement en vendant le mouton, mais sans pour autant que le consommateur soit lésé. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... il y a de la spéculation, mais elle n'est pas mesurée. Tandis que si on avait fait la structure des prix donc des moutons, on aurait pu savoir exactement s'il y a exagération dans la marge qui est obtenue par le revendeur. Alors j'ai fait appel à la qualité en parlant de la race de la bête. Il y a également la traçabilité qui est un critère important. Exactement. Je pense que c'est très important que les gens déjà aient une idée du mouton qu'on achète. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? De l'origine et des soins et autres. Voilà, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a par exemple certains de nos parents éleveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils traitent le mouton avec par exemple des antibiotiques ou certains médicaments. Mais ce mouton ne doit pas être tué très rapidement. Il faut attendre que son métabolisme élimine donc les produits médicamenteux qui ont été administrés à l'animal avant que l'on ne consomme cet animal. Parce que si on le consomme à ce moment-là, on va recevoir donc des résidus de médicaments. Il y a d'ailleurs une étude qui avait été menée ici au ministère de l'élevage il y a quelques années de cela et qui avait eu comme résultat
que 42% de la viande bovine comportait des résidus d'antibiotiques. 11% pour la viande caprine et ovine, ça veut dire les moutons et les chèvres et autres, et 3% pour la volaille. Donc cela veut dire aujourd'hui qu'il y a encore des efforts à faire sur la sécurité sanitaire des aliments. C'est extrêmement grave. Extrêmement important parce que sinon il y a des résistances qui vont se créer et qui vont rendre certaines maladies plus difficiles à traiter tout simplement du fait de la présence de résidus de médicaments. Et ça nous amène à parler de la sécurité des aliments en général. Exactement, parce qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui, bon c'est vrai, aujourd'hui par exemple il y a une nouvelle loi qui est en train d'être mise en œuvre et on doit quand même aussi améliorer l'autre loi qui est la 66-48 sur le contrôle des produits alimentaires. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, on contrôlait de manière assez simpliste, on recherchait les contaminants, disons, chimiques ou microbiologiques. Est-ce qu'il y a des microbes, est-ce qu'il y a des maladies, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui des situations complexes. Je donne un exemple. Vous avez tous entendu l'histoire de la lasagne au cheval. En fait, c'était de la lasagne, mais en fait, à la place donc, de bœuf, c'était du cheval qu'il y avait. Oui. Et donc, en Angleterre, les gens pensent que c'est inacceptable de manger du cheval, même si on en mange en France. Et donc, ça avait créé un grand... mais pour pouvoir mettre en évidence donc, ces choses-là, il faut faire des tests d'ADN sur les aliments. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, les poulets, l'Union européenne autorise le réengraissement donc, des poulets par des protéines de porc. C'est-à-dire vous pouvez prendre du sang de porc, vous piquez votre poulet, le poulet grossit. Et alors, vous êtes musulman, vous achetez un poulet, vous pensez que vous mangez du poulet, alors que dans le poulet, il y a du porc. Mais pour pouvoir mettre en évidence ce type de choses, il faut non plus utiliser des laboratoires traditionnels, donc où il y a des chromatographes, où il y a des éléments qui permettent donc de voir à la fois la chimie et la biologie. Mais il faut maintenant avoir des labos qui peuvent tester s'il y a présence d'ADN étranger dans ce que nous mangeons. Donc cela veut dire que plus ce que nous mangeons devient compliqué, plus nos pays doivent s'adapter pour pouvoir, disons, être à la hauteur donc, des tricheries. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment urgence à aller dans le sens de renforcer nos labos pour pouvoir faire le plus large possible. C'est ainsi qu'au Sénégal, on a vu des gens faire consommer aux gens des ânes. Voilà, exactement. En fait, bon, tout ça, c'est dû au fait qu'il fait, y a des gens qui mangent des ânes et il y en a d'autres qui ne les mangent pas. Ceux qui ne les mangent pas, on ne doit pas leur donner donc, un produit qu'ils ne mangent pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a les normes halal qui ont été définies et qui permettent un peu aux musulmans de dire, voilà moi ce que je vais consommer, qui répond un peu aux critères du rite musulman. Bon, les normes halal disent qu'on ne doit pas manger un animal qui a été tué en invoquant un autre nom que celui de Dieu. On ne doit pas manger les animaux sans oreilles comme les serpents, comme les grenouilles. On ne doit pas manger que le sang ou les produits qui sont faits avec. On ne doit pas manger du porc, etc. Donc il y a un certain nombre de critères qui permettent de dire quel type de produit quelqu'un qui veut manger halal doit manger et ces produits doivent être traçables. C'est-à-dire que du début à la fin, on doit savoir s'il n'y a pas eu de contamination ou s'il n'y a pas eu d'ajout de choses qui sont interdites par le rite musulman. Alors pour revenir un peu à la tabaski, qu'est-ce que vous proposez aux gens qui souvent sont confrontés à cette difficulté, vivre en appartement et devoir gérer un mouton? C'est très compliqué parce que vous savez, beaucoup de gens pensent que les Sénégalais achètent au dernier moment. Effectivement, certains le font, mais à Dakar, le grand problème qu'ils ont, c'est des problèmes liés à la promiscuité. Vous habitez en appartement, donc vous ne savez pas où mettre le mouton. Et je pense qu'il faut que l'on puisse mettre en place avec les municipalités donc des zones où la personne peut venir avec un mouton badgé, avec un numéro, etc., qui lui permet de le reconnaître. Et même pour l'abattage, pourquoi pas nous organiser comme vous dites, exactement, pays? Parce que beaucoup de pays sont organisés. Oui, l'abattage à domicile. L'abattage à domicile, donc souvent ce qu'ils font, ils vont faire l'abattage ailleurs, et puis les gens le traitent, et puis vous amènent la carcasse déjà traitée. Parce qu'en fait, on est en train de vivre dans une situation de plus en plus, disons, moderne. Donc il faudrait qu'on puisse améliorer, urbaniser. Voilà, je pense
Je me souviens, il y avait un monsieur qui habitait en France, il était à Paris, il avait un problème de où est-ce qu'il va égorger son mouton. Il s'est débrouillé, il l'a mis dans la baignoire, il l'a égorgé. Mais donc son fils était traumatisé parce qu'il regardait la tête du mouton, parce que les moutons, les yeux ne sont pas fermés. On lui dit viens manger, il dit non, le mouton me regarde. Donc ça veut dire que cette promiscuité aussi est à gérer dans la gestion aujourd'hui de plus en plus étriquée de notre modernisation. Parlons également du transport en cette période, toujours de Tabaski, ou plus généralement même la gestion des périodes de rush, des fêtes et autres, avec cette pandémie. Et l'exemple peut-être de Dakar Dem Dikk. Est-ce qu'ils auraient dû suspendre le départ des bus alors que l'État n'a pas interdit en fait. Voilà, on a fortement recommandé de rester sur place, mais est-ce qu'ils n'ont pas été plus royalistes ils ont mis trop vite la charrue avant les bœufs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Dakar Dem Dikk est une entreprise formelle, organisée, avec des bus, tout ça qui répondent à des normes, etc. Donc si lui, il est absent donc, du transport, à ce moment-là, donc les gens vont prendre les bus informels, etc. Et donc il y aura plus de situations, de rush, etc. Alors que Dakar Dem Dikk étant une société formelle, elle aurait pu formellement organiser les tickets, les places, les espaces, respecter les mesures barrières, etc. Et contribuer à surélever le niveau un peu de la qualité du transport qui est offert donc, pendant cette période de rush. Donc Dakar Dem Dikk ne devait pas être absent donc, en tant que pourvoyeur donc, de transport dans cette période-là. Et les prix qui flambent, j'ai vu 9 500 francs en temps normal pour aller à Ziguinchor, c'est 20 000. Pour aller Kolda, 17 000. Non, moi je pense que ça c'est inadmissible. Bon, ils disent que oui, en fait, ils y vont et au retour ils sont vides, donc ils calculent. Mais il faut que l'État puisse trouver une formule qui permet, en cas de grand rush, que ce soit une fête ou des choses comme cela, que l'on puisse vraiment modérer, gérer donc le transport. Parce que tel que ça se présente, bon, je crois que c'est au Sénégal principalement où on voit ce type de choses. Parce que le transport au Sénégal est vraiment désorienté. Le Sénégal est le seul pays où on trouve des gares routières en pleine chaussée. C'est pourquoi nous avons tous ces problèmes donc, de circulation. Donc je pense que pour le transport, il y a beaucoup de choses à faire pour permettre vraiment aux acteurs d'être suffisamment mobiles pour gagner leur vie, mais sans pour autant que le consommateur ne soit complètement remis à zéro. Alors, il a été beaucoup question de grève des boulangers en cette période et heureusement pour nos parents sérères, les boulangers ont accepté de surseoir à cette grève. Vous êtes dans la médiation entre l'État et les boulangers? Non, vous savez, les boulangers, vraiment, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. On comprendrait que dans une exploitation, on dise, bon, les conditions ont complètement changé, les tarifs sont revenus suffisamment élevés. À ce moment-là, puisque c'est un produit homologué, on revient en conseil de la consommation et on calcule. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le prix du pain, il est homologué. Ça veut dire qu'il n'y a que l'administration qui peut donner un nouveau prix du pain. Après, bien sûr, des rencontres avec la commission technique, avec le Conseil national de la consommation, donc qui est un organe dans lequel il y a à la fois, même les journalistes d'ailleurs, il y a toute l'administration, le ministère du Commerce donc gère la chose, les consommateurs, les industriels, les boulangers, etc., pour déterminer réellement les modifications qu'il y a eu sur les coûts et qui permettent de pouvoir le donner. Mais il n'y a aucune nouvelle modification et vous dites que vous allez augmenter le prix. Même, ils disent qu'ils se retrouvent plus sur les baguettes de 100 et 200 francs que la baguette imposée à 150 francs. Non, ça vraiment c'est une mauvaise théorie. Si vous allez en France, il y a même des ficelles. Il y a une petite baguette qui s'appelle ficelle. Ficelle, oui. Donc il y a des dizaines et des dizaines de pains. Vous pouvez acheter une baguette ciselée, une baguette viennoise, une flûte, etc. Une couronne. Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire que la baguette traditionnelle, donc vous ne gagnez pas d'argent. Vous gagnez de l'argent en diversifiant les produits.
aujourd'hui, si la boulangerie ne marchait pas, est-ce que vous pensez qu'il y aurait de nouvelles boulangeries qui vont être créées? Non, il y a toujours des nouvelles boulangeries qui sont créées, parce que ces boulangeries ne s'arrêtent pas à faire la baguette, qui est la baguette traditionnelle, mais ces boulangeries font de la viennoiserie, etc., qui permet aussi de pouvoir faire une sorte de péréquation dans les rentrées. Mais si vous ne faites que du pain traditionnel, les marges ne sont pas très élevées que ça. Alors, on va aussi parler de la filière oignon. Les gens vont beaucoup consommer également de la pomme de terre en cette période. Ceux qui produisent l'oignon ici au Sénégal se plaignent de la surproduction. Il y a surproduction. Les prix ont baissé à la fois donc, au niveau des producteurs, Borja, mais la répercussion n'est pas... Jusqu'à présent, l'oignon est encore à 300 francs, alors qu'il ne devait pas être plus de 250 francs CFA. Donc la pomme de terre, aujourd'hui, ils sont encore à 500 francs, alors que la pomme de terre, elle est fabriquée là et tout ça. Bon, c'est vrai, il y a eu un problème de manœuvre à un moment donné, parce que les manœuvres étaient déjà parties. Mais cela n'explique pas vraiment cette spéculation qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Parce que s'il y a une baisse au niveau du producteur, cette baisse devrait proportionnellement être répercutée au consommateur, ce qui n'a jamais été le cas. Et ça, c'est l'autorité de régulation des marchés, donc l'ARM, qui doit faire ce travail-là donc de gestion et de régulation donc, du marché par rapport, bien sûr, au prix producteurs qu'ils définissent d'ailleurs. Alors, Momanda, parlons de la mise en œuvre de la loi sur la protection des consommateurs. Une nouvelle loi récemment promulguée. Oui, le 21 avril. En fait, il y a une ancienne loi qui était là, c'était celle de 94, qui s'appelait la 94-63 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Alors, cette loi devait être remodulée, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout a évolué. Et dans cette loi-là, par exemple, on renforce les associations de consommateurs, on renforce les agents de contrôle donc, du ministère en charge du commerce. Il y a même un observatoire des clauses abusives, c'est-à-dire qui permet de dire si oui ou non telle société qui vous propose tel type de contrat d'adhésion, c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce qu'il n'y a pas une clause qui d'une manière ou d'une autre est abusive, etc. Donc c'est une loi beaucoup plus moderne et qui devra permettre donc, aux consommateurs d'être mieux protégés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi s'appelle la loi sur les prix et la protection des consommateurs. Parce qu'avant, c'était la loi sur les prix et la protection des consommateurs. Parce qu'avant, c'était une loi sur les prix, le contentieux économique et la concurrence. Donc maintenant, on a vraiment orienté consommateurs donc cette nouvelle loi-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, la réalité du consumérisme est une réalité qui est jusqu'au fin fond donc, du pays. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui sont dans des villages peut-être que vous ne connaissez pas, qui nous appellent, qui disent, oui, bon, nous, on n'a pas le réseau du Sénégal, on a le réseau du voisin, et c'est pas normal, on doit avoir le réseau du Sénégal. Ou bien quelqu'un vous dit, oui, nous, on est branché sur l'électrification rurale, alors que nos voisins d'un côté sont branchés sur Sénélec et c'est moins cher. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce réflexe de réclamer ses droits est devenu un réflexe très arrimé au sein des Il y a beaucoup de plaintes aussi concernant le secteur de l'eau, aussi bien rural que la Seine-Eau actuellement. Alors, pour le côté rural, vous savez, il y a une réforme qui veut qu'aujourd'hui, on essaie d'améliorer ce qui se faisait avant avec les azuforts. Mais quand il y a une réforme, ceux qui étaient en train peut-être d'être bien dans le cadre de ces azuforts, donc si on leur dit que vous ne les gérez plus, c'est un peu compliqué. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a encore des résistances. Alors l'autre élément important, c'est que nous avons aujourd'hui une nouvelle société qui gère l'eau, mais c'est comme si c'est des nouveaux. Alors que la plupart donc des agents, c'était des agents qui étaient là déjà. C'est pourquoi il y a des situations que je ne comprends pas. Par exemple, avec l'ancienne société, s'il y avait des besoins particuliers non satisfaits, ils faisaient ce qu'on appelait la gestion de la pénurie. Ça veut dire qu'ils utilisaient un système pour fermer des vannes, approvisionner certains, parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'eau 24 heures sur 24, alors que d'autres n'avaient l'eau qu'à 3 heures du matin, etc. Ils trouvaient un système pour le faire. Bon, maintenant, c'est toujours les agents, même les agents qui sont là, mais j'ai l'impression que c'est au niveau peut-être de la gouvernance que le problème se pose. Parce qu'il y a encore beaucoup de réclamations sur l'eau, ensuite
sur la facturation. Mais il faut aussi que les Sénégalais comprennent une chose. Si vous avez une pression faible, c'est-à-dire que si vous êtes dans une zone où l'eau, vous ouvrez, ça vient, mais voilà. Vous consommez moins d'eau que celui qui a une eau à une pression normale. Oui, avec parce que, les surpresseurs et autres là. Voilà, exactement. Si vous avez un surpresseur ou si vous êtes dans une zone qui est bien approvisionnée, votre consommation peut même être multipliée par 3. Ouais. Parce que si par exemple pour vous laver les mains, ça vous prend 30 secondes et que sur 30 secondes vous avez peut-être 1 litre. Si vous avez un truc avec une pression beaucoup plus élevée, vous allez consommer 2 fois plus que la quantité que vous consommez d'habitude. Donc maintenant, avec la mise en œuvre de Keur Momar Sarr, donc tous ceux qui n'avaient pas l'eau, qui vont commencer à avoir l'eau avec un niveau de pression élevé, risquent de voir leur facture augmenter. Donc il faut aussi qu'ils veillent à ça et qu'ils comprennent que donc plus il y a de la pression, plus on risque de payer cher les factures. Chérif Diop vous a appelé monsieur consommateur, c'est parce qu'on vous identifie justement à ça. Est-ce qu'il y a assez de militantisme consumériste, je vais dire, au Sénégal? Alors, pas tellement, parce que je vais vous donner un exemple. Il y a plus de 400 partis politiques, il y a environ moins d'une trentaine d'associations de consommateurs, 25 à peu près. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les partis politiques, ils militent pour obtenir un poste, une position, etc. Tandis que association de consommateurs, vous militez parce que vous y croyez. Donc il n'y a pas de retour. Donc ce qui fait que beaucoup de gens, ils disent oui, c'est bien ce que vous faites, mais ils sont pas prêts. Ils ne s'engagent pas. Ils ne sont pas prêts à mouiller le maillot. Merci beaucoup, Momar Ndao. Vous êtes le président de l'ASCOSEN. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Passez une bonne fête de Tabaski.